Bonjour, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une question qui est cruciale pour notre camp, à savoir quand est-ce que notre nation a commencé à décliner. Alors on pourrait prendre les thèses de Spengler, c'est-à-dire la civilisation comme un ensemble organique qui a nécessairement une fin, et auquel cas, dès lors qu'il y a cristallisation de la culture, à partir de là, nous trouvons le déclin. On daterait cela de la postérité des Lumières et donc de la Révolution française. Mais plus généralement, pour notre camp, la critique de l'égalitarisme, principalement, de la décadence, pour tout ce qui est question de mœurs, est absolument cruciale. Et la Révolution française est un des leviers principaux qui nous ont fait sombrer dans certains de ces errements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un contre-révolutionnaire particulier, le comte Joseph de Maistre. Et je me permets avant tout de vous rappeler quelques points de sa vie. Alors Joseph de Maistre, c'est un sujet du roi de Sardaigne. Le duché va être annexé durant la Révolution française et comme tout le reste de la cour, il va devoir s'exiler. Il va remplir des missions diplomatiques pour le compte de son maître, notamment en Russie. C'est à partir de là qu'il rédigera les célèbres Soirées de Saint-Pétersbourg, qui sont des dialogues un peu à la mode socratique en réalité, et qui viennent réhabiliter l'action divine dans ce monde qui commence à peine à se désenchanter. Alors, le comte Joseph de Maistre, je me permets de vous présenter une édition qui est parue aux éditions Bouquins récemment, qui est extrêmement complète, que je recommande. Vous trouverez donc en son sein des paradoxes, 6 paradoxes qui sont rédigés par Joseph de Maistre. Évidemment, les considérations sur la France, qui seront le gros de notre axe d'attaque aujourd'hui. Les Soirées de Saint-Pétersbourg, un essai sur le protestantisme, un éclaircissement sur les constitutions et autres institutions humaines, et un éclaircissement sur la notion de sacrifice, vu qu'évidemment tout ce qui est rapport au corps, au sang, a une place prépondérante dans l'œuvre de Maistre. Il y a ce côté dualiste qui est évidemment chrétien, limite gnostique à certains égards, et qui est très présent dans sa pensée, mais on y reviendra. Avant tout, quelle est la pensée de ce contre-révolutionnaire sur la Révolution française? Parce qu'il y a évidemment d'autres penseurs contre-révolutionnaires. Le plus éminent après de Maistre, c'est sûrement Edmund Burke, mais qui n'est pas français. On pense au vicomte de Bonald. On pense également, même si c'est plus tardif, à Barbier d'Aurevilly. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Maistre en réalité? Eh bien, c'est son côté métapolitique. La métapolitique, il ne faut pas du tout l'entendre comme on l'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les structures qui sont au-delà de la politique électorale et qui visent à influencer le monde politique. Dans la métapolitique chez de Maistre, c'est la métaphysique de la politique. C'est-à-dire, comment est-ce que des éléments métaphysiques, donc au-delà du tangible, viennent affecter le gouvernement des hommes. De Maistre, je me permets de le préciser, est un catholique fervent, ce qui rend une partie de sa pensée anachronique, mais le gouvernement de la Providence a une influence extrêmement importante dans sa doctrine. Un mot pour expliquer en quoi de Maistre est peut-être anachronique, c'est, par exemple, dans les considérations sur la France, il va pronostiquer que la République n'a de toute manière, d'un point de vue purement normatif, aucun moyen de subsister. Et force est de constater que 200 ans plus tard, elle est toujours là. Alors on peut dire qu'elle s'essouffle en permanence, mais en tout cas l'idée monarchique n'a que peu été réhabilitée au cours du dernier siècle. Mais par exemple, pour prendre les éclaircissements sur les sacrifices, Maistre croit tellement à la question du paradis perdu, du jardin d'Éden, que lorsqu'il voit ce qu'il appelle des sauvages, pour parler des peuples d'Amérique latine, devenir ou être cannibales, il considère que c'est nécessairement une dégénérescence de l'homme originel. Ça ne peut pas être simplement une évolution différente d'une culture ou une évolution humaine avec des caractéristiques géographiques, climatiques différentes. C'est nécessairement une dégradation de l'homme. Donc, d'un point de vue purement factuel, ça ne tient absolument plus et ça rend une partie de sa pensée anachronique. Donc. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, cela demeure sa pensée sur la Révolution française. Pour vous lire les premières lignes simplement du premier chapitre des Considérations sur la France, qui est le grand ouvrage donc sur la Révolution française,
on comprend de suite l'aspect métapoliticien. Nous sommes tous attachés au trône de l'être suprême par une chaîne souple qui nous retient sans nous asservir. Ce qu'il y a de plus admirable dans l'ordre universel des choses, c'est l'action des êtres libres sous la main divine. Librement esclaves, ils opèrent tout à la fois volontairement et nécessairement. Ils font réellement ce qu'ils veulent, mais sans pouvoir déranger les plans généraux. Donc, on voit bien que c'est une posture un petit peu dogmatique. On doit nécessairement postuler l'existence de la présence divine dans le gouvernement des hommes. Et quoi qu'il arrive, on a seulement l'illusion d'être libre. Quoi qu'il arrive, nous n'avons pas de pouvoir d'influence. Et la liberté peut aussi se définir en cela que nous avons un pouvoir d'influence sur ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas donc complètement compressés sur nous-mêmes. Mais là, quoi qu'il arrive, notre volonté coïncide toujours avec le plan divin. Alors, dans la Révolution française, ça s'exprime notamment par l'action des révolutionnaires eux-mêmes. De Maistre, au début, accueille la Révolution française avec méfiance, certes, mais sans être aussi drastiquement opposé à ce qu'elle représente qu'à la fin de son existence. En somme, ce qu'il nous dit, c'est « la Révolution française est un malheur parce que nous nous sommes préalablement vautrés dans des excès. Il faut qu'elle arrive pour nous punir et pour pouvoir nous remettre sur le droit chemin. Donc la Révolution française est mauvaise, mais elle est nécessaire. » Ça s'exprime notamment par la présence des gouvernants dans la Première République. Robespierre, par exemple, se démène pour contrôler le chaos, il n'y parvient jamais. Tous ceux qui ont essayé de se rendre maîtres de la Révolution française sont très vite dégagés du pouvoir. Ne serait-ce que le fait qu'il y ait eu 3 constitutions différentes en à peine quelques années, le fait qu'on soit passé de la Convention au Directoire jusqu'au Consulat, montre bien qu'il y a une instabilité qui fait que personne ne parvient à dominer ce chaos. Parce que ce chaos, il est le fruit justement de la tempête rédemptrice qui est, selon De Maistre, l'œuvre divine. Si la France a besoin d'être punie, De Maistre le dit lui-même, c'est parce qu'elle a exercé une magistrature sur l'Europe. Elle l'a dominée pendant un siècle. La monarchie s'est instituée comme un régime absolutiste, comme un régime de plus en plus centralisateur au cours du dernier siècle. Et donc cette mainmise, elle ne l'a pas utilisée alors qu'elle était l'attrait chrétienne pour moraliser l'ensemble de l'Europe, mais au contraire pour la démoraliser. Ça explique d'ailleurs une partie du repli russe sur lui-même, puisque nous ne voulons pas être touchés par la décadence morale du reste du continent. Et donc il y a une influence véritable de la France sur la démoralisation générale de l'Europe. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un vent rédempteur en France pour qu'elle puisse à nouveau jouer son rôle. Et justement, De Maistre, certains d'entre vous ont sûrement vu récemment Vaincre ou mourir, qui compte l'épopée de Charette, mais De Maistre est plutôt hostile à l'idée qu'on envoie des armées en France, l'armée des émigrés, pour reprendre le pouvoir. Il dit non, absolument pas. Ne croyez pas que parce que vous aurez pris les armes avec des monarchistes d'autres contrées, vous allez pouvoir faire de la France à nouveau une grande nation. Bien au contraire, ces gens-là vont vouloir nous déposséder d'une partie de nos terres et vont vouloir compresser la puissance française. Alors que si l'on suit l'œuvre révolutionnaire, eh bien, il y aura un agrandissement de la France qui ne légitimera pour autant absolument pas le gouvernement républicain, et lorsque le roi reviendra au pouvoir, alors il aura un royaume plus grand et il pourra à nouveau avoir cette mainmise sur la morale française mais aussi européenne. Un autre élément qui est déterminant à ce niveau-là, c'est sur le bien fondé de la monarchie en tant que telle. Évidemment, il y a un aspect purement héréditaire, un aspect conservation des traditions auquel De Maistre est extrêmement attaché, mais il y a aussi et surtout des circonstances. En l'occurrence, il nous fait quelques maximes de morale générale, c'est-à-dire un roi qui a été éprouvé est nécessairement un roi qui est bien moins injuste. Et donc, qui a été plus éprouvé qu'un roi qui a vu son frère ou son père se faire assassiner dans son propre pays par son propre peuple? Il n'y en a pas. C'est donc plutôt légitime
que le roi qui reviendra gouverner la France puisse à nouveau partir sur des bases saines. De Maistre rajoute une critique assez virulente du gouvernement représentatif, ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui. Il tourne en ridicule, en réalité, le fait que des citoyens puissent tour à tour exercer le rôle de souverain par délégation de l'ensemble du peuple, tout simplement déjà pour une question numérique, il fait un calcul évidemment absurde sur combien de générations il faudrait pour que combien d'années il faudrait pour qu'une seule génération de Français accèdent tous au pouvoir et aux charges publiques à leur tour. Et ce qu'il nous dit, c'est que la souveraineté est quelque chose de fondamentalement indivisible et l'existence d'institutions démocratiques crée nécessairement des représentants d'intérêt. Et à partir de là, il n'y a plus possibilité d'avoir une souveraineté purement unie. Donc on a déjà eu un clivage entre souveraineté populaire et souveraineté royale, voire nationale, à ce moment-là. De Maistre n'est pas un nationaliste. Les questions ne se posent pas en ce sens-là à l'époque. Au contraire, c'est plutôt les révolutionnaires qui sont nationalistes. Mais c'est fondamentalement un conservateur. Conservateur, lorsqu'on parlait de métapolitique, parce qu'il nous rappelle l'importance de ce qu'est réellement une constitution. On se plaint beaucoup aujourd'hui de l'inflation réglementaire et législative, mais déjà à l'époque cette critique existe. De Maistre nous explique que sur la simple période révolutionnaire, on a écrit autant de lois qu'en 800 ans de monarchie. Ce qui démontre bien qu'il y a une volonté dogmatique, normative des révolutionnaires pour faire table rase. Et faire table rase, c'est évidemment nier les traditions, nier ce qui a fait tout le sel et toute la puissance d'une culture qui s'est érigée en civilisation. Et à partir de là, eh bien, il y a un problème majeur, c'est que la loi n'est plus reconnue comme naturelle. Or, que ce soit l'existence d'un souverain ou la constitution sur laquelle il s'appuie, eh bien, elles sont essentielles. Pour De Maistre, il n'y a pas de construction de la nation. Il n'y a pas de construction de ce qu'est la France. Elle a une origine et dans cette origine, absolument tout ce qui devait arriver est déjà en germe. De Maistre dit assez simplement, on ne juge pas un homme à sa taille d'enfant. Et ce qu'il essaie de démontrer, c'est à la fois que le roi, l'origine d'un roi et de sa lignée n'est jamais connue, relève du mystère. C'est ce qui lui confère une dimension aussi religieuse. Et la Constitution n'est jamais écrite parce que sinon, elle ne coule plus de source. C'est-à-dire, il prend des exemples notamment du fonctionnement du gouvernement anglais, et il nous dit, si on dévoile et si on formalise les règles qui régissent l'action politique en Angleterre, eh bien, immédiatement, on sent l'intention, on est gêné, et cela tombe. Mais fondamentalement, un certain nombre de ces discussions sont profondément inactuel. Alors qu'est-ce que l'on doit retirer de Joseph de Maistre? Eh bien c'est avant tout cet aspect conservateur et cet aspect qui nous dit que si le monde est complètement désenchanté, il n'y a pas de place pour nos idées. Il nous faut donc, pour parvenir à convaincre, être capable de réenchanter le monde.